Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 11 du 26 janvier. Alors, nous avons passé trois séances à peu près sur une analyse importante du chômage, l'analyse néoclassique de la fin 19e à la mi-20e siècle au sens strict, et analyse qui se retrouve aujourd'hui dans des écoles de pensée dérivées de cette source néoclassique qui se retrouve encore de nos jours. Donc c'est important. Un chômage par insuffisance de rentabilité ou les problématiques ou de coût du travail sont essentielles, où le plein emploi est la norme et le chômage l'exception, et un plein emploi particulier, vous vous souvenez, c'est-à-dire une situation où tous ceux qui acceptent le prix de marché, le salaire réel sur le marché du travail ont un emploi, les autres ayant fait des choix libres et étant des chômeurs volontaires. Donc le chômage dans cette vision-là n'est pas un déséquilibre à proprement parler, mais un choix de loisir, de non-travail, pour des raisons qui sont propres aux individus et qui sont respectables. Donc ça n'appelle pas de politique particulière. Et le seul chômage qu'il déplore, ce serait un chômage qui serait celui d'un déséquilibre persistant, au cas où les ajustements de marché ne pourraient pas se faire, où la situation concurrentielle ne serait pas au rendez-vous, où le prix de marché, ici le salaire réel, ne serait pas flexible. Et donc là, ce serait la faute de l'État, des éléments de monopole bloquant l'ajustement de marché. Alors, pour quelques séances, nous allons voir un autre grand courant de pensée très important pour comprendre l'économie et en particulier notre problème du chômage. Et donc, nous allons euh, partir dans l'analyse de John Maynard Keynes, l'analyse keynésienne du chômage. Alors, Keynes, K-E-Y-N-E-S, quelques mots sur le personnage. Donc, John Maynard Keynes, il naît en 1883, il meurt en 1946, et il mène une triple carrière de haut fonctionnaire, de professeur d'économie et de financier. Alors, quelques points de repère sur sa vie. Euh, donc, pendant la Première Guerre mondiale, il est appelé au Trésor britannique. C'est un peu le début de sa visibilité en tant qu'économiste. Et il participe à la conférence de la paix à Versailles, qui traite de la question des réparations de guerre, et il démissionne de cette commission pour marquer son opposition au fait que les Anglais et surtout les Français demandent à ses yeux de trop lourdes réparations financières à l'Allemagne, qui ne peuvent qu'appauvrir excessivement l'Allemagne, l'empêcher d'acquitter ces réparations, et il craint que cela ne prépare un antagonisme dangereux, une revanche à venir sous peu. Bon, malheureusement, il n'a pas été écouté, il n'a pas été compris, parce que pour expliquer la démesure des demandes anglaises et surtout françaises, il faisait quelques calculs globaux de macroéconomie globale, et c'était une approche qui était totalement nouvelle pour l'époque, et donc on n'a pas compris cet homme-là qui raconte des choses un peu curieuses, sur quoi se fonde-t-il, et donc il essaie de montrer les ordres de grandeur globaux, la démesure par rapport aux possibilités de création de richesse de l'Allemagne. Voilà. Donc, une première présence tumultueuse donc, à la conférence de la paix à Versailles en 1919. Dans les années 20, il va s'opposer à la politique britannique de restauration du taux de change de la livre à l'avant-première guerre mondiale, qui se traduisait par une volonté d'appréciation du taux de change pour rendre la livre aussi bonne que l'or, comme on disait, as good as gold, et la ramener à son zénith d'avant 1914, et ceci appelait des politiques dites déflationnistes, c'est-à-dire des politiques
d'austérité, de crédits très élevés, qui pénalisaient l'économie britannique, qui l'étouffaient, mais le seul but était d'attirer les capitaux, d'apprécier la livre, d'attirer les capitaux à la City pour faire remonter le cours de la livre et lui restaurer son statut de première monnaie internationale. Bon. Et donc, Keynes s'opposait là-dessus en disant qu'on affaiblissait le pays, on crée de la pauvreté, du chômage. Et voilà, il a finalement été entendu, puisque la Grande-Bretagne cessera cette politique catastrophique en 1931, mais après avoir imposé en vain à la Grande-Bretagne plus de 10 ans d'une cure d'austérité, alors pas l'austérité à la française, avec le pouvoir d'achat qui augmente globalement et les dépenses publiques qui augmentent et qui sont à des niveaux stratosphériques. Non, l'austérité au sens du dictionnaire de la langue française, c'est-à-dire une politique où les prix chutent, où l'activité s'effondre, où le chômage monte. C'est à peu près la seule variable qui progresse. Voilà. Donc, troisième aspect, à la fin des années 30, donc c'est un homme qui a une grande popularité finalement. Alors, bon, on n'a pas toujours bien compris ses idées. On raconte qu'en 1934, il rencontrera Roosevelt et Roosevelt sortira en disant, bon, impressionné, mais en avouant qu'il n'a rien compris à ce que lui a raconté ce monsieur Keynes. Hein. Et pourtant, Roosevelt n'était pas notre dernier Donald, si vous voulez, hein, mais bon, il y avait quand même une pensée complexe et très novatrice pour l'époque. Alors malgré tout ça, il fait quand même des efforts pour être compris, de pédagogie, il fait des discours à la radio suite à la crise de 29 pour pour inciter les ménagères à aller faire des courses. Alors, vous ne voyez pas un propos sexiste de ma part, et c'est la traduction même de son allocution radio diffusée. Et donc, voilà, donc ce homme a fait assez populaire, pas toujours bien compris, mais malgré tout, voilà. Et voilà, il dénonce régulièrement la politique britannique qui est basée sur l'orthodoxie néoclassique, hein, depuis la fin du XIXe siècle. Et malgré tout ça, donc, il est directeur de la Banque d'Angleterre, il est même anobli par le roi. Voilà. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il va réintégrer le Trésor britannique et il va conseiller le Trésor, notamment en essayant de le conseiller pour éviter les tensions inflationnistes qui sont toujours inhérentes à l'économie de guerre. Voilà, et donc c'est un personnage extrêmement important et reconnu finalement même s'il clive, il est polémique, voilà, on se rend compte qu'il finit par avoir raison. Et au sortir de la guerre, enfin juste à la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique le chargera de coordonner l'élaboration d'un plan de reconstruction du système monétaire international et plan qui présentera en dirigeant la délégation britannique à la conférence de Bretton Woods. Alors, c'est le plan américain, le plan du grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, qui l'emportera. Et Keynes mourra quelque temps plus tard, en 1946. Voilà, donc d'un sommet international à l'autre, de la conférence de Versailles en 19 à Bretton Woods, en gros avec une œuvre extrêmement abondante et encore aujourd'hui faisant l'objet de découvertes de la part des spécialistes. L'œuvre de Keynes remplit à peu près les rayonnages de la bibliothèque qu'il y a derrière moi, ou à peu près. Bien, ouvrages, articles de revue, voilà, bon, j'exagère peut-être un peu sur la taille, mais enfin, plusieurs rayonnages. Alors, au-delà de l'homme, là, en quatre points, il y a une pensée qu'on appelle hétérodoxe dans un monde qui est dominé par une orthodoxie néoclassique. Voilà. Donc, orthodoxie, hétérodoxie se regardent en face à face, dans le miroir, en opposition. Et donc, l'orthodoxie, c'est la pensée dominante depuis, en gros, 1870, celle des néoclassiques, dont un des
plus illustres représentants est le professeur Alfred Marshall, professeur à Cambridge, dont Keynes est l'élève. Donc il connaît bien les néoclassiques, et s'il les critique, c'est un fin connaisseur puisqu'il a été alimenté en tant qu'étudiant au plus près du maître, vu le talent du personnage. Et donc il va être un hétérodoxe au sens où il va, bien qu'ayant été alimenté par cette pensée dominante, pensée orthodoxe, néoclassique, de l'ajustement par le prix, de marché, de la concurrence, tous azimuts, de la non-intervention de l'État. Bon. Il va réfuter ces idées, il va les combattre et il va proposer des idées qui vont le rendre hétérodoxe. Voilà. Et avec le temps, Keynes créera une nouvelle orthodoxie au sens où il sera lui-même le chef de file d'une école de pensée que l'on oppose et que l'on met souvent en débat avec l'autre grande pensée, la pensée néoclassique. Et il y a aujourd'hui encore des continuateurs avec différentes variantes, des sous-écoles, des continuateurs de la pensée keynésienne. Et les analyses, en particulier pour nous, pour notre thème du chômage, les analyses keynésiennes sont un pan important qui éclaire un aspect du chômage. Voilà. Alors, Keynes conteste la pertinence des thérapeutiques néoclassiques qui sont menées pour lutter contre les crises, et en particulier la crise de l'époque, la grande crise, c'est la crise de 1929. Alors, les mécanismes autorégulateurs d'ajustement par des prix flexibles en situation concurrentielle lui paraissent complètement délirants, ne pas opérer, voire aggraver les problèmes. Et il voit plutôt dans la crise le résultat d'une insuffisance de la demande globale anticipée, qui génère des anticipations défavorables sur le niveau de la production et de l'emploi dans l'économie. Et donc il explique comment l'économie s'installe durablement dans un déséquilibre de chômage et qu'il appelle de façon un peu provocatrice un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire un chômage qui persiste et dont rien a priori ne fait spontanément dévier. Et donc il nous dit que la thérapeutique attendue par les néoclassiques de la baisse du salaire réel, voire la baisse du salaire réel provoquée par les néoclassiques et par les gouvernements inspirés des néoclassiques lorsqu'elle ne se produit pas, eh bien, elle ne peut qu'aggraver la crise, au sens où, en espérant résorber le chômage par une baisse du salaire réel, spontanée, voire provoquée, eh bien, on altère le pouvoir d'achat des personnes, ce qui ne fait que s'effondrer la demande, déprimer les anticipations des producteurs et créer une spirale dont on peut quand même remarquer que ces thérapeutiques, néoclassiques, britanniques, mais aussi dans d'autres pays, dans les grands pays, au sortir de la crise de 29 et pendant le début des années 30, ont plongé les économies dans ce qu'on appelle la dépression des années 30, même si après, voyant les drames des situations provoquées, différents gouvernements ont essayé, en tâtonnant un petit peu, de bricoler pour trouver d'autres thérapeutiques, voire pour certains en essayant de s'inspirer des propositions keynésiennes. Alors, dans ces propositions, toujours en restant sur un cadrage très général, il pense qu'une action volontariste de l'État peut s'avérer nécessaire, de façon à essayer de casser les anticipations défavorables des agents économiques. Et donc Keynes se démarque en cela de la non-intervention systématique prônée par les néoclassiques de doctrine libérale. Alors, attention, il y a souvent des incompréhensions à ce propos. Keynes n'est surtout pas un marxiste, parce que bon, libéral, marxiste, marxiste non libéral, libéral non marxiste, c'est un petit peu les deux appellations qui se font front, alors surtout à l'époque. Et Keynes, c'est un grand bourgeois libéral au sens où il est attaché aux libertés individuelles et publiques d'une démocratie libérale. Il se méfie énormément du contexte de l'époque qui est celui de la montée des fascismes,
qu'il soit celui d'extrême droite, hein, ou avec Hitler, Mussolini, la cagoule en France, les ligues, mais également, et puis en Angleterre ils connaissent bien, hein, puisque la famille royale est quand même d'origine allemande, ou du moins germanique, et donc les aventures des rois avec les sympathies nazis, si vous voulez, sont aujourd'hui bien documentées, et la famille régnante d'ailleurs adopte le nom de Windsor. La famille s'appelant Battenberg devient Mountbatten, du nom du dernier vice-roi des Indes. Donc il y a une partie de la famille régnante qui s'anglicise et l'autre qui part dans le nazisme. Hein, voilà. Donc, Keynes y connaît bien ce danger en particulier, il le voit bien identifié, que ce soit donc ce fascisme, on va dire, d'extrême droite, mais il n'est sans illusion sur ce qui se passe à Moscou et qui inspire certains, et pour lui c'est une question à la limite de mode et de couleur du tissu ou des médailles, mais voilà, que la couleur de l'uniforme soit vert foncé ou vert d'une autre nuance, ça finit toujours dans le totalitarisme. Il est assez lucide là-dessus. Il ne se fait pas grande illusion de la défense de la liberté par Staline. Et donc, il dit, si on laisse l'économie et la société plus largement aux mains des thérapeutiques libérales qui espèrent qu'en affamant le peuple, ça réduira le chômage, la pauvreté, fera repartir l'économie, il craint que l'on ait sous peu un régime totalitaire en Grande-Bretagne, les masses se jetant dans les bras, en gros, du premier démagogue venu, quelle qu'en soit la couleur et la place sur l'échiquier, plutôt positionné à droite ou plutôt positionné à gauche, supposé comme tel. Donc, ne faisons surtout pas de Keynes un opposant du libéralisme. Ça, c'est de la doctrine. C'est un libéral de même doctrine que les néoclassiques, hein, au sens attachement aux libertés individuelles et publiques, et une possibilité pour les individus d'avoir une autonomie dans les choix. Mais par contre, il est en désaccord théorique, hein, au sens, c'est un libéral non néoclassique, un libéral keynésien. Hein, voilà. Là où les néoclassiques sont néoclassiques donc de théorie, mais libéraux de doctrine. Donc, il entend fournir en quelque sorte des instruments à la démocratie libérale pour survivre, pour sa partie économique, et donc selon lui, seule une politique économique conjoncturelle appropriée sera de nature à permettre de sortir des difficultés de la crise économique. Voilà. Et ce faisant, il s'oppose aussi aux néoclassiques, au-delà de l'aspect non-confiance en l'autorégulation de marché par des prix flexibles, il s'oppose à eux du point de vue de la méthode. Alors vous vous souvenez, quand on a fait du raisonnement néoclassique, j'ai souvent répété que c'était un raisonnement d'un point de vue individualiste, méthodologique, c'est-à-dire que chaque fois que nous avions une question économique, nous l'envisagions du point de vue de l'individu rationnel faisant des choix, cherchant à maximiser sa satisfaction. Et quand nous avions dégagé des grands principes de fonctionnement de cet individu, nous passions à l'économie globale par un effet d'agrégation. Et donc cet individualisme méthodologique, Keynes, bon, il ne nie pas la liberté individuelle, je viens de le rappeler, mais il a une toute autre approche de scientifique de l'économie en particulier, et il est plutôt tenant d'un certain holisme méthodologique, hein, en grec, holos avec un H, le tout, hein, et donc il essaie plutôt d'expliquer les faits globaux en se détachant des faits individuels, et il essaie plutôt d'expliquer les faits globaux par d'autres faits globaux. Donc il est un des grands créateurs d'une approche qu'on appelle aujourd'hui la macroéconomie, à la différence de la microéconomie individualiste des néoclassiques. Donc à partir de là, il va réfuter également la notion néoclassique de chômage volontaire, de sortie automatique des crises.
et plus largement, on le verra, d'une économie sans monnaie, et qui était une des grandes caractéristiques de l'économie néoclassique. Et donc, voilà, il essaie de justifier cette approche en s'appuyant sur les faits, alors en rappelant que les faits n'existent pas de façon autonome, qu'ils sont toujours construits, mais en gros, il nous dit, quand on confronte la théorie avec les faits, l'équilibre de plein emploi permanent et le chômage volontaire, quand il regarde dans la rue, après la crise de 29, le nombre de chômeurs et les soupes populaires dans l'économie la plus puissante quand même de la planète, qui était quand même l'empire avant 1914, sur lequel jamais le soleil ne se couchait. Voilà la première puissance, la première monnaie mondiale, la première marine, etc. Donc quand il voit les files d'attente aux soupes populaires et les chômeurs dont le nombre s'accroît, il dit qu'il faudrait quand même regarder un petit peu les principes de cette économie néoclassique et s'intéresser sérieusement aux questions de chômage et d'emploi. Et donc, il va écrire plusieurs articles, je vous ai dit très nombreux, des ouvrages, et s'il ne fallait en citer qu'un, en 1936, mais qui est le fruit d'un travail depuis des années, sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Alors voyons dans un premier point, pour cette analyse keynésienne qui permettra d'analyser le chômage, voyons tout d'abord qu'au cœur de l'analyse keynésienne, on a une série de ruptures avec certaines hypothèses fondamentales des analyses néoclassiques précédemment rencontrées. Alors en particulier, Keynes va rejeter l'univers économique certain des néoclassiques. Et au contraire, il nous dit que les agents économiques font face à une incertitude qu'il qualifie d'absolue. Alors, il faut, à partir de là, premièrement, voir que cette incertitude absolue va amener chaque agent à essayer d'anticiper. La notion d'anticipation est au cœur de l'analyse keynésienne. Et en particulier, il attire notre attention sur le fait que l'incertitude est complète. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que Keynes, nous en parlons comme d'un économiste, financier, homme politique, mais c'est également l'auteur de traités des probabilités, et un traité des probabilités qui a reçu l'assentiment et les éloges de nombre de spécialistes, et en particulier il s'intéresse aux situations où le futur n'est pas probabilisable, autre façon de dire que l'incertitude sur le futur est complète, c'est-à-dire les situations où on ne peut pas directement décrire le futur en s'appuyant sur des lois du hasard, ce qui serait une situation probabilisable. Alors, Keynes nous dit que donc ce futur est radicalement incertain, et si je prends quelques extraits de ces articles, il nous dit: du fait que notre connaissance de l'avenir est fluctuante, vague et incertaine, il n'y a pas de fondements scientifiques sur lesquels on puisse formuler de façon autorisée quelque raisonnement probabiliste que ce soit. Nous ne savons pas tout simplement. Voilà, l'expression qui revient souvent. Nous ne savons pas tout simplement, façon de dire que l'incertitude sur le futur est radicale. Néanmoins, la nécessité d'agir et de décider nous oblige, en tant qu'hommes pratiques, à faire de notre mieux pour surmonter cette rivalité embarrassante et nous conduire exactement comme nous le devrions si nous avions derrière nous un bon calcul de série d'avantages et d'inconvénients futurs en attente d'être effectués. Donc ici, chez Keynes, vous le voyez, l'opposition est frontale avec les néoclassiques. C'est une autre rationalité qui va être à l'œuvre, et l'incertitude y est absolue. Donc calculer des probabilités est a priori impossible, et donc l'arbitrage
intertemporel entre présent et futur des néoclassiques, par exemple, va être impensable, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire par des lois de probabilité des régularités du hasard, les lois normales, binomiales, de Poisson, enfin tout l'arsenal des lois de probabilité des mathématiques ne sont pas applicables parce que l'économie n'est pas un espace a priori probabilisable. Et donc par conséquent, par opposition au comportement rationnel de l'analyse néoclassique, Keynes propose un comportement raisonnable, c'est-à-dire un comportement qui serait effectué compte tenu de l'information courante disponible. Et donc les agents, dit-il, essaient d'exploiter au mieux toute l'information disponible. Donc, vous voyez, c'est quand même un petit peu différent de la rationalité maximisatrice qu'on avait présentée dans l'individu qui faisait son choix travail-loisir, où il n'avait aucun problème à se projeter dans l'avenir, à mesurer les avantages, les inconvénients. C'était une rationalité très forte. Ici, on n'a pas un homme ou un individu irrationnel, on a un individu qui a une rationalité, mais qui est plutôt avec un comportement raisonnable, hein, qui fait que l'on n'est pas en permanence à l'optimum, hein, comme le supposaient les néoclassiques. Alors, par conséquent, dans cette situation d'incertitude absolue, les agents sont obligés d'anticiper, hein, d'imaginer les conséquences des décisions qu'ils prennent, hein, et ils le font sur la base de l'information courante pour prévoir au mieux les évolutions futures. Alors Keynes, tout d'abord, distingue les anticipations de court terme et de long terme. Alors, à court terme, il nous dit les producteurs font des prévisions sur le produit de leur vente, le chiffre d'affaires, ils font des prévisions sur les coûts de production. Donc ce court terme-là, il est probabilisable. Il n'est pas certain, mais on peut essayer de le connaître et de le décrire par les lois des probabilités. Les études de marché, par exemple, etc. Par contre, à long terme, l'anticipation porte essentiellement sur d'autres notions, et en particulier pour un entrepreneur sur la notion d'investissement. Investir, c'est consentir un coût immédiat en vue d'un gain futur, et donc si le coût immédiat est connu, le gain futur, lui, est hautement inconnu et selon Keynes, même pas probabilisable. Et donc, c'est cette anticipation à propos de l'action d'investir qui est la plus délicate pour les entrepreneurs, car il s'agit d'un futur éloigné, voire très éloigné et non probabilisable. Et donc, les décisions des entrepreneurs, on ne peut pas les vérifier en s'appuyant par exemple sur une moyenne et un écart type qui caractérisent les lois de probabilité. Chaque décision est quasiment unique. Il est difficile de se fonder sur l'expérience passée et sur les lois des probabilités, d'autant plus que souvent les entrepreneurs vont innover. Et donc, leurs actions sont souvent singulières, et donc ils transforment les conditions dans lesquelles les choix s'effectuent, ce qui rend encore plus difficile l'usage de choix passés dans des situations de moins en moins équivalentes et peu reproductibles. Par conséquent, les producteurs en sont réduits à effectuer des prévisions à partir de croyances, d'idées qu'ils se font des revenus futurs, des équipements qui pourraient être utilisés. Et donc, on a bien ici une anticipation de long terme sur l'investissement. Et donc, vous voyez qu'on est loin de l'analyse néoclassique de la décision d'investir, alors qu'on n'a pas creusé. Nous, on a surtout été centré sur le marché du travail, mais la décision d'investir néoclassique, les dépenses, bon, aujourd'hui sont connues, et les recettes futures sont connues avec certitude, au sens en utilisant une loi de probabilité, en appuyant ce qui se passe à chaque fois dans des situations similaires. Et donc là, Keynes nous dit, selon lui, que ce n'est pas possible, quoi. L'incertitude est beaucoup plus grande et ne peut pas être traitée à la mode néoclassique. Et donc, à partir de là, Keynes nous dit, ce sont ces anticipations de long terme qui conditionnent les actions et les prévisions, surtout de court terme. Et donc Keynes nous dit, une fois que l'anticipation de long terme
est réalisé, les entrepreneurs cherchent à prévoir le produit de leur vente et de leur coût pour une taille d'entreprise donnée. Et donc, ce sont des prévisions de court terme, mais qui sont conditionnées par les anticipations de long terme. Et donc, c'est finalement la croyance à long terme qui sert de cadre pour les calculs que l'entrepreneur effectue à court terme sur son chiffre d'affaires, ses coûts de production, son étude de marché, là, très, très directement. Donc, en conclusion de ce premier propos, l'économie néoclassique postule que l'individu rationnel s'appuie via l'hypothèse de transparence du marché sur une information certaine pour le présent et fournie par le marché et au moins probabilisable pour le futur. Keynes, au contraire, admet pour le court terme ceci, mais y ajoute des situations non probabilisables en situation d'incertitude absolue qui sont la base des actions économiques. Et donc la coordination par les marchés, selon lui, ne peut donc être que relativement instable, voire très instable, et donc c'est une première critique que Keynes livre à l'analyse néoclassique. Alors, un palliatif, puisque les hommes vont agir, ils ne vont pas rester prostrés face à l'incertitude radicale sur le futur, et Keynes nous dit, pour pouvoir agir et s'inscrire dans le présent, eh bien, les hommes vont bâtir des conventions. Concept important, alors, qui va nous occuper la fin de cette séance. Et donc, face à un futur qui est non probabilisable, les agents économiques ne fonctionnent pas de façon entièrement solitaire. Il faut intégrer le collectif, et donc ce sont ces conventions qui vont permettre d'articuler l'individu et la société, et non pas l'effet d'agrégation qu'on avait vu, de cette addition sophistiquée là, des néoclassiques. Alors, Keynes, qu'est-ce qu'il entend par convention? Eh bien, Keynes, c'est une opinion commune pour la convention. C'est une vision de la situation présente et de son évolution partagée par un certain nombre d'agents économiques, par un certain nombre d'autres individus. Et donc la convention, chez Keynes, elle se présente comme une sorte de référence, un point de repère qui sert à fixer le comportement économique. Et donc, la convention, on donne souvent une définition, ce serait un accord implicite sans règle. Vous voyez, c'est-à-dire un accord implicite, à la différence d'un accord qui serait explicite, comme un contrat signé entre des parties, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit, écrit, verbalisé, codifié. Voilà, on est dans l'implicite, c'est l'inverse donc de l'explicite. Et sans règle, accord implicite sans règle, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la codification. Et en fait, ce point de référence qui se construit, cette convention, en fait, ce point de repère, il se construit moins par un calcul rationnel, comme chez les néoclassiques, mais par un phénomène, on va voir, d'imitation un petit peu mutuelle. Et donc, un entrepreneur, par exemple, qui souhaiterait augmenter sa production, eh bien, il ne le fera que s'il anticipe une croissance de la demande. Un entrepreneur, quand vous le rencontrez, il ne vous parle pas comme à la radio, avec les représentants du MEDEF, quand les caméras sont allumées, il vous parle du coût du travail. Mais quand les caméras ne sont pas allumées, que vous parlez avec eux, ils ne vous parlent que pratiquement de leur carnet de commandes, c'est-à-dire de leurs anticipations de la demande. Et ils sont les premiers à vous dire, les chefs d'entreprise, que on a beau leur baisser le coût du travail, ça leur fait, si je puis dire, une belle jambe. C'est-à-dire que s'ils n'ont rien à faire, s'ils n'ont pas de commandes, si le carnet de commandes est vide, eh bien, ils n'ont aucune raison d'embaucher des salariés, même si on leur permet de le faire à demi-tarif ou à quart de tarif, c'est encore trop cher, puisqu'ils n'ont pas de travail à leur confier. Et donc, il y a un peu cette schizophrénie de certains employeurs qui en public vous assènent de considération sur le coût du travail, alors qu'ils ne sont pas
des choses négligeables, mais qui, je dirais, ne vous parlent que de leur carnet de commandes et en 2 ou 3 des conditions dans lesquelles ils vont embaucher quelqu'un, bien sûr, s'ils ont besoin, mais c'est le besoin, c'est le carnet de commandes qui est avant tout premier. Et donc on retrouve un petit peu cette analyse qui s'appuie sur les faits quand même chez Keynes. À la différence des néoclassiques, on a l'impression, dans les séances précédentes, qu'ils embauchaient quelqu'un, comme on ferait les soldes actuellement. Oh, tiens, le travailleur est bon marché, mettez-moi en deux, voilà. Non, voilà. Donc, cette obsession de l'analyse néoclassique, monomaniaque quasiment sur la seule variable du coût du travail, et disant que la demande n'est pas un problème, Jean-Baptiste C. le suivra toujours, on n'a qu'à produire, la demande suivra. Si vous connaissez un entrepreneur qui fonctionne comme ça, je serais intéressé de le rencontrer, ou alors il n'est plus entrepreneur depuis longtemps et pour cause. Hein, oui. Alors, c'est ce fait-là qui... mais le bon sens ne suffit pas. Hein, voilà, donc il faut l'étayer, le travailler scientifiquement pour ne pas être victime d'illusions. Et donc Keynes nous dit que tout producteur isolé, finalement, n'anticipera une production plus grande que s'il prévoit que les autres entrepreneurs en feront autant. Et il y a là un comportement donc conventionnel. L'entrepreneur est bien conscient qu'il est interdépendant et qui ne peut changer le fonctionnement d'une économie ou la dynamique d'une économie à lui tout seul. Et donc, les agents, à partir du moment où ils sont dans l'incertitude, nous dit Keynes, s'efforcent de prendre appui sur le comportement d'autres agents, hein, alors qu'ils considèrent, à tort ou à raison, y compris à tort, comme mieux informés que lui. Et donc l'individu cherche à se conformer au comportement finalement de la majorité. Il cherche cette convention, c'est une sorte de point de repère, un point de repère moyen, hein, y compris un point de moyen erroné, je le répète. Hein. Et donc on parle ici d'un effet d'imitation, on parle de mimétisme, c'est de convention mimétique, hein, quand on additionne les deux termes, là, ce serait le bon résumé de ce que nous racontons. Et donc face à la difficulté d'anticiper, hein, qui dépasse un petit peu chacun, eh bien Keynes nous dit souvent que le mieux, c'est finalement de faire comme tout le monde, ou du moins de faire comme un certain nombre de personnes que l'on tient à tort ou à raison, comme bien informés, au comportement avisé, au jugement sûr, voilà, toute chose qui fait que vous allez vous ancrer votre vision sur la vision d'autres personnes. Au risque de vous tromper, mais cela créera un point de référence. Et finalement, comme souvent, hein, si la croyance en quelque chose est partagée, eh bien le phénomène peut arriver parfois à se réaliser, du moins en économie. Hein. Si tous les entrepreneurs pensent que demain la conjoncture va être effondrée, eh bien l'opinion moyenne va se former sur le fait que ce n'est pas le moment d'investir, d'innover, de développer des budgets de recherche. Et donc, la croyance en le fait que demain sera déprimé, eh bien, fait qu'aujourd'hui, on va se comporter de telle façon que demain, effectivement, l'avenir sera déprimé. Et donc, on a une sorte de prophétie autoréalisatrice, hein, qui se déroule à ce moment-là, validant le choix et à ce moment-là ancrant le comportement et les mouvements de prix sur le marché étant bien incapables de modifier ces ancrages d'anticipation. Donc notre individu raisonnable qui cherche des points de repère et des bonnes raisons de se comporter d'une façon ou d'une autre et qui recherche le point de vue d'autres acteurs qui lui paraissent, donc je dis à tort ou à raison, mieux informés, c'est un comportement voilà, donc de rationalité mimétique, là où les néoclassiques étaient sur une rationalité qu'on avait appelée maximisatrice. Voyez, on pourrait finalement différencier, même si on n'a pas fini le tour de l'analyse keynésienne, on pourrait déjà les différencier des néoclassiques autour du type de rationalité prêtée aux individus, hein, une rationalité maximisatrice de la satisfaction, du profit, de l'intérêt individuel par les acteurs dans la vision néoclassique,
et une rationalité au sens de raisonnable. Alors, une raisonnabilité, c'est pas très joli, mais une rationalité au sens du raisonnable, et qui serait mimétique dans la recherche de points d'ancrage, de conventions. Et donc ces conventions ainsi, eh bien, ces conventions sur le long terme, à ce moment-là, elles permettent d'ancrer, de former une représentation du futur qui était radicalement incertain. Elles servent un peu de point de repère dans le brouillard et la tempête. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'à l'inverse des néoclassiques, il y a des fondements macroéconomiques, des fondements globaux aux décisions individuelles, alors que chez les néoclassiques, on était sur le fait qu'il y avait des fondements individuels aux comportements globaux. Chez Keynes, nous en sommes à dire qu'il y aurait des fondements globaux aux actions individuelles. C'est-à-dire que ce cadre conventionnels, ces points de repère moyens qui balisent les situations les plus radicalement incertaines, donc l'investissement, la valeur des taux d'intérêt, la valeur du taux de change, euro-dollar, vous voyez par exemple, sont des exemples de situations hautement incertaines, radicalement incertaines, non probabilisables et faisant l'objet de conventions. Et donc nous sommes à l'opposé de la logique classique des fondements microéconomiques à la macroéconomie. Nous sommes sur des fondements macro, globaux, aux actions individuelles. Et donc cela implique pour Keynes le refus de considérer le marché comme un mécanisme exclusif de coordination entre les agents, et c'est une rupture radicale avec l'analyse des néoclassiques. Et donc cette économie néoclassique qui voyait l'économie comme une économie d'échange, de marché généralisé, où tous les mécanismes et tous les échanges se feraient suivant les ajustements de prix flexibles à partir de décisions rationnelles. Et bien Keynes, au contraire, par son analyse des conventions, oblige à reconnaître que tous les ajustements économiques ne peuvent être décrits comme le retour à l'équilibre de marché par des mouvements de prix. Alors, il n'est pas question pour Keynes de nier l'existence concrète et le rôle des marchés et des prix. Il sait très bien que cela peut être un mécanisme de coordination des actions individuelles dans certains cas. Simplement, il nous dit que c'est insuffisant et à côté des marchés, il faut, selon lui, envisager au moins un autre processus d'ajustement qui est celui que nous venons de décrire, le processus de la convention. Et on pourrait même rajouter que, puisque on a en présentation dit que Keynes préconisait que dans certains cas, les politiques économiques pourraient peut-être être efficaces pour sortir des situations de déséquilibre qui s'installent. On pourrait même rajouter un troisième mode de coordination des actions individuelles, à côté du marché et des conventions, qui seraient les institutions, au-delà du simple État. Les institutions, donc se dessine, si vous voulez, une analyse plus riche sur la façon de penser la relation entre individus et société par rapport, donc chez Keynes, par rapport au néoclassique. Et donc, ce trait important de l'analyse keynésienne, il faut l'expliquer, même si pour l'instant, on n'a pas vu une goutte de chômage qui est le cœur de notre sujet dans cette séance du jour, mais c'est nécessaire d'installer cette mécanique keynésienne pour ensuite avancer vers une compréhension différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent, présenter cette conception keynésienne du chômage. Donc, la fois prochaine, nous continuerons sur la présentation de la pensée keynésienne, en voyant que cette histoire de futur radicalement incertain et de construction de conventions pour rendre à partir de là probabilisables les actions de court terme, le fait que le long terme détermine le court terme, et bien ceci va se traduire dans la place de la monnaie dans l'économie, qui sera le thème sur lequel nous démarrerons la séance dans une semaine, et nous présenterons à partir de là l'économie keynésienne comme ce qu'on appelle une économie monétaire de production. Voilà, donc ceci clôt provisoirement dans notre parcours, clôt en fait cette séance, et je vous souhaite une bonne semaine, et je vous retrouverai dans 8 jours pour la suite de notre feuilleton keynésien. Au revoir.